Bienvenue sur Étoffe de légende, le petit podcast qui a l'étoffe des grands. Dentelle, satin, flanelle, sequin, vous aimez parler chiffon ? Ça tombe bien, nous aussi. La première robe en denim, c'était elle. L'invention du prêt-à-porter, encore elle. Le sportswear, toujours elle. La personne dont on parle aujourd'hui, c'est Claire McCardell, l'une des stylistes les plus influentes du XXe siècle. Claire McCardell naît en 1905 dans le Maryland. Son père est un homme influent. Il est notamment sénateur de l'État du Maryland et président d'une banque locale. Dès son plus jeune âge, Claire McCardell est fascinée par les vêtements. Elle passe la plupart de son temps libre dans les jupes d'Annie, la couturière de sa mère. Elle s'imprègne à son contact du métier de couturière. Adolescente, elle prend l'habitude de démonter ses vêtements pour comprendre l'agencement des pièces. Elle découle les siens, ceux de son frère, et s'imprègne de tous les détails avant de les remonter à l'identique. À 16 ans, elle rêve d'étudier la mode à New York, mais ses parents ne voient pas d'un bon œil qu'elle s'éloigne si tôt du foyer familial. Elle suit donc pendant 2 ans une formation d'économie dans une petite université du Maryland. Après 2 ans d'études, elle parvient à convaincre ses parents et part s'installer à New York. Elle rejoint la prestigieuse New York School of Fine and Applied Arts, qui deviendra plus tard l'école Parsons. Mais à l'époque, la mode à New York n'est qu'une pâle copie de ce qui se fait en Europe. Paris est le véritable centre de la mode. Tous les grands fabricants de vêtements y ont un bureau, et la capitale française est la première place d'échange d'échantillons de tissus, de patrons et de croquis. Mais c'est surtout à Paris que s'établissent les canons de la mode, dictés par une poignée de couturiers ayant pignon sur rue. Les défilés de mode sont des événements privés qui se déroulent dans l'atmosphère feutrée des salons parisiens. Chez Chanel notamment, les modèles descendent l'escalier de pierre blanche, puis disparaissent quelques secondes plus tard sous les applaudissements d'un public trié sur le volet. Les nouvelles tendances sont inventées à Paris, et elles se diffusent ensuite dans le reste du monde. Aussi, les stylistes américains sont réduits à imiter les tendances françaises. En 1927, Claire McCardell se rend à Paris où elle poursuit ses études dans l'annexe de Parsons, place des Vosges. Là, elle s'applique notamment à comprendre tous les secrets des tenues conçues par Madeleine Vionnet, l'une des stylistes les plus en vue à cette époque. Mais la vie de modiste n'est pas facile, et une fois son diplôme en poche, Claire McCardell doit enchaîner les petits métiers. Elle fait tour à tour des croquis de vêtements dans une boutique, et elle peint des fleurs sur des abat-jours. Jusqu'au jour où elle rencontre le designer Robert Turk. Robert Turk est un petit créateur indépendant. Claire McCardell partage avec lui la même vision de la mode. Ils aspirent tous les deux à créer leur propre modèle plutôt que de copier la mode de Paris. Robert Turk embauche Claire McCardell en tant qu'assistante styliste. Grâce à lui, elle va s'impliquer dans toutes les étapes de création du vêtement, de l'achat des matières premières jusqu'aux dernières finitions. Et en seulement 2 ans, elle devient le bras droit indispensable du créateur. Ainsi, lorsque Tonley Fox rachète l'entreprise de Robert Turk et le nomme directeur artistique, c'est tout naturellement qu'il emmène Claire McCardell avec lui. Mais le destin frappe. En 1932, Robert Turk se noie dans un tragique accident de bateau, laissant un grand vide derrière lui. Tonley Fox, l'entreprise qui avait embauché Robert Turk, offre à Claire McCardell le poste de directrice artistique. Les rênes bien en main, Claire McCardell commence à lentement diffuser ses idées dans les collections de l'entreprise. Par sa conception, le vêtement doit résoudre des problèmes. Telle est la conviction de Claire McCardell. Elle dira d'ailleurs plus tard qu'elle a toujours conçu des vêtements dont elle avait elle-même besoin. Mais pour l'heure, les directives de Tonley Fox sont formelles. Il faut continuer à copier la haute couture française. McCardell se garde donc de dévoiler ses ambitions, mais elle commence à discrètement infléchir le style de ses créations. En privé, elle s'agace des modèles de la haute couture française. Ils sont élégants, certes, mais mal commodes et souvent inadaptés à la vie pratique. Ce dont elle rêve, c'est une garde-robe à la fois simple, pratique et élégante. Chez Tonley Fox, le travail de Claire McCardell n'est pas tout de suite reconnu, mais cela ne l'empêche pas de porter elle-même ses créations. Jusqu'en 1938, où l'un de ses clients s'intéresse justement à sa tenue.
l'homme travaille dans une grande boutique new-yorkaise, la Best Company, et il souhaite commander 100 exemplaires de la robe qu'elle porte. En fait, il s'agit d'une robe très simple, unie, taillée dans le biais du tissu, plutôt sombre et serrée à la taille par un cordon assorti. McCardell l'a surnommée la robe monastique. Tonley Frogs honore sans conviction la commande, d'ailleurs la robe ne fait même pas partie de son catalogue. Mais voilà que les 100 exemplaires sont vendus en moins de 24 heures. Un exploit tout à fait spectaculaire pour l'époque. Bien sûr, l'affaire fait mouche. Saisissant l'opportunité, de nombreux couturiers de New York s'empressent de copier la robe monastique. Mais pour McCardell, l'euphorie est de courte durée. Son employeur, Tonley Frogs, se lance dans un combat juridique pour empêcher les contrefaçons. Mais les dépenses en avocats sont si importantes qu'elles conduisent rapidement l'entreprise à sa perte. Et l'année suivante, Tonley Frogs est en faillite. Victime de son succès, McCardell se retrouve subitement sans emploi. Elle est rapidement embauchée par Hattie Carnegie, la célèbre couturière qui concevra notamment l'uniforme féminin de l'armée américaine. Mais la collaboration entre les deux femmes sera difficile. La clientèle huppée de Manhattan est beaucoup plus friande de haute couture à l'européenne que des vêtements pratiques proposés par McCardell. 2 ans plus tard, le destin frappe à nouveau. Elle rencontre par hasard son ancien patron qui lui apprend que Tonley Frogs va renaître de ses cendres. Les investisseurs proposent à McCardell de réintégrer l'entreprise en tant que directrice artistique. McCardell se laisse le temps de réfléchir. Les relations qu'elle a entretenues par le passé avec cet employeur n'étaient pas toujours faciles. Et avant de signer, elle pose donc ses conditions. Elle veut avoir le dernier mot sur chacun de ses modèles. Et elle souhaite que son nom apparaisse, en toutes lettres, sur l'étiquette de la marque. À partir de cette époque, McCardell peut laisser libre cours à toute sa créativité. Toujours soucieuse de joindre l'utile à l'agréable, elle s'intéresse notamment aux tenues de sport. L'irruption de la Seconde Guerre mondiale bouleverse le monde de la couture car de nombreuses fournitures essentielles deviennent introuvables. Mais McCardell semble s'épanouir malgré les restrictions. Elle incorpore dans ses créations des tissus inhabituels, comme le denim, le coutil à matelas et le lin, alors utilisés pour les tabliers de boucher. Elle exploite même un surplus de coton conçu au départ pour équiper des ballons météo. En 1942, le célèbre magazine de mode Harper's Bazaar lance un défi. Créer une tenue que l'on pourrait porter aussi bien pour préparer le repas que pour recevoir des invités. Claire McCardell sidère le jury en proposant une robe portefeuille en denim. Gagnant haut la main le concours, la robe popover est rapidement mise en vente. L'entreprise en vendra plus de 75 000 exemplaires durant la première saison et la robe popover restera le plus grand succès commercial de McCardell. Avec la fin de la guerre, la mode aux États-Unis change de visage. Privés pendant 6 ans des modèles européens, les Américains s'intéressent davantage aux créateurs de leur propre pays. Des boutiques comme Lord & Taylor promeuvent ce qu'ils appelleront bientôt le look américain. Vers la fin des années 1940, Claire McCardell devient une personnalité incontournable de la mode américaine. Les plus grands magasins américains proposent ses vêtements et elle remporte plusieurs prix prestigieux. McCardell jouit d'un curieux statut dans le monde de la haute couture. Mère du prêt-à-porter, ses modèles sont disponibles au public pour seulement quelques dollars. Et pourtant, la créativité de ces modèles la rend populaire, y compris dans les cercles les plus prestigieux de la haute couture. Sa renommée lui permettra de collaborer avec d'autres artistes célèbres. Elle a notamment l'occasion de travailler avec Picasso, Chagall et Miro en 1955. Hélas, la brillante carrière de McCardell est stoppée net par un cancer en 1957. Elle terminera sa dernière collection depuis son lit d'hôpital et décédera le 22 mars 1958, âgée seulement de 52 ans. Tonley Frogs, l'entreprise qui avait fait fortune grâce à elle, fermera ses portes quelques mois plus tard. Claire McCardell est l'une des figures les plus iconiques de la mode au XXe siècle. Non seulement elle a contribué à démocratiser le prêt-à-porter, mais on lui doit aussi de nombreuses inventions, comme par exemple le sweat à capuche.